Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne Doc. Léo et Max. On se retrouve pour l'épisode 9 de Kaiju numéro 8. On est content de se retrouver parce que c'est un épisode avec pas mal d'action, de la belle animation en plus de ça. On va revenir dessus, évidemment. Veillez à ne pas vous faire spoiler, il faut avoir vu l'épisode. C'est mieux d'avoir vu l'épisode effectivement pour en parler, et on vous invite bien entendu aussi à vous abonner, à partager en masse les amis. On vous le dit tout le temps, mais ça changera pas parce qu'on a besoin de vous pour tout ça. Épisode qui m'a alors surpris oui et non, parce qu'effectivement dernier épisode on était sur un teasing avec l'arrivée d'un gars sur ses oiseaux là, avec ses roucoups et ses roucarnages comme tu les avais intitulés, et je m'étais dit comment cet épisode va démarrer. Et il démarre sur les chapeaux de roue, parce que alors littéralement c'est tranquillou, il y a Kafka qui est sur le toit, Roshina qui se pose des questions sur le Kaiju 8, Kaiju 9, mais ça dure littéralement 1 minute, parce que dans la foulée, grosse pluie, alors pas de météorites, mais d'oiseaux qui s'écrasent et tout, et tu te dis, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce chantier? Et en fait, on apprend très rapidement que c'est limite pas la ville qui est visée, mais littéralement leur base, quoi. Et là, tu te dis, ah ouais, putain, truc de ouf. Et tous les oiseaux, là, les carnages, ils ont quasiment tous la force d'un Honju. Fortitude 6-2, 6-3, 6-5. Tu fais, what? C'est quoi ce délire? Sachant que les Honju, du coup, c'est les boss. Il y a les Yoju, il y a les Honju qui sont les boss des animaux de compagnie, des pets. Et là, on voit le leader, du coup, qui, d'après Atsushi, est incarné par le seiyuu d'All Might, Kenta Miyake, du coup All Might de My Hero Academia, qu'on ne reconnaît absolument pas. Autant j'ai reconnu Champi comme étant la voix de Présente Mike justement de My Hero Academia, mais ça à l'oreille, tu vois, j'arrive avec l'effet, il y a une voix tellement particulière, mais là l'effet est tellement imprégné et imposant sur la voix de Kenta Miyake que c'est impossible de reconnaître clairement son timbre de voix. Et en tout cas, ce qui est impressionnant avec ce kaiju, c'est que c'est peut-être le premier sur lequel on a un vrai doute quant à son identité ou à son statut. C'est-à-dire que Champi, on l'a vu en infiltré, donc on savait que c'était une sorte de kaiju parasite qui changeait de corps, qui avait une apparence humaine, et le kaiju ressurgissait à un moment ou à un autre, et on l'a vu faire, donc on sait comment il s'y prend. Il mange en fait un cadavre et il prend son apparence. Pour ce qui est de Kafka, je vous la fais pas, vous le savez. Et celui-ci, gros mystère, pourtant il peut parler. Il peut parler, et la deuxième énigme, c'est que comme tu l'as dit, ils attaquent le centre névralgique, le QG en fait, je sais plus comment il s'appelle dans cet animé, mais ceux qui tuent les kaiju, les forces d'élite, on va appeler ça comme ça, la brigade de je sais pas quoi, elle est attaquée. Donc ça veut dire nécessairement qu'ils savaient où se trouvait l'endroit. Pour des humains, j'imagine que c'est possible de le savoir, puisque, bon, ils savent par qui ils sont défendus quand même, ça serait un peu bizarre sinon. Mais pour les kaiju qui ne sont pas censés être munis d'une intelligence, voilà, ça veut dire quand même qu'il y en a qui ont étudié leur sujet et qui savent où viser. Ouais, je pense que c'est ça. Comme on le disait, je sais plus dans quelle review, mais les humains étudient les kaiju, mais on n'est pas à l'abri que ces kaiju étudient aussi les humains de leur côté, et qu'ils aient vraiment une face cachée de l'iceberg, qu'on ne voit vraiment que, tu vois, comme tu l'as dit, hein, les kaiju qui peuvent prendre possession des humains. On voit les pets, hein, les yoju, on voit les honju, etc. Mais j'ai vraiment ce sentiment qu'en fait, c'est juste une petite partie visible de l'iceberg, et que dans leur QG, là où ils vivent, leur nid, quoi, il doit y avoir des dingueries là-bas, parce que épisode 9, on te balance quand même un méga kaiju, c'est dit par Nana aux lunettes. Dai kaiju, ouais, c'est vrai qu'il traduit ça par méga kaiju, mais Dai kaiju littéralement c'est grand kaiju, en fait, tout simplement. Ouais, 8,3 sa fortitude à cet oiseau rouge là. Donc c'est le plus puissant qu'on ait été amené à rencontrer, à part notre cher Kafka qui lui est monté à 9,8. Tu te dis, waouh! Épisode 9, on a déjà un gars qui, alors, rivalise pas encore tout à fait avec du Kafka, mais qui a quand même testé au départ un petit peu notre cher ami Roshina, quoi. Ouais. Tu te dis, ah ouais, Roshina, putain, on le pensait ouf, tu vois. Et il est ouf, hein, attention. Hein. Mais
tu le vois un petit peu déstabilisé quand même au départ. Tu te dis, wow. Après, il est pas à fond dès le début. Hein. Il a dû lever sa, comment dire, sa limite là. Ouais, la limite. Donc pour ça, il faut la permission. Normalement, là, il a anticipé, on va dire ça, et c'est pour ça qu'il s'est exilé dans le lieu d'entraînement. Vous savez, il y a une sorte d'arène à la My Hero Academia derrière des grandes forteresses, etc. Derrière des remparts, tout du moins. Et c'est là qu'il le combat à fond. Et on voit que à la fin de l'épisode, il n'a pas pu lui régler son compte. Donc clairement, ça veut dire que ce kaiju est extrêmement redoutable, puisqu'on a vu ce que pouvait faire Hoshina, et on a vu qu'un Hoshina à fond, s'il s'était mis à fond dès le début, contre un Kafka qui ne pouvait pas se donner à fond de toute manière, il l'aurait tué. En fait, Kafka serait mort dans l'épisode dernier, pas celui-ci, l'épisode encore avant. Là, ça va être compliqué. Ça se complique, alors qu'est-ce qu'il faut? Hoshina vraiment à fond qui en vient un bout, ou Kafka qui intervient? Vu ce que dit Ichikawa, j'ai du mal à me dire que Kafka va intervenir. Cette fois-ci, on nous prépare quand même pas mal Kafka qui agit en off, tandis que l'équipe, ceux qu'on avait envie de voir un peu plus en action, commencent à intervenir et à avoir des scènes intéressantes. On en reparle dans quelques instants. Donc je pense que Kafka va rester peut-être en retrait, c'est ma théorie, et que c'est quand même Hoshina qui va en venir à bout. C'est vrai que je suis partagé parce que ça peut être autant Hoshina qui à la fin semble peut-être dépassé par cette transformation du Daikaiju qui du coup passe à une fortitude de 9 quand il devient géant. Donc c'est énorme, il a pris 0,7, vous l'avez compris, de power-up. Mais tu te dis, si jamais c'est pas lui qui en vient à bout et qu'il faut appeler Kafka, ça va être le Joker, tu vois, sur lequel il va falloir tout le temps compter. Et donc en fait, tous les sidekicks, on va appeler ça comme ça, parce que bon, c'est pas un sidekick au final, mais t'as compris. C'est pas que tu vas pas les considérer, c'est que tu vas toujours t'attendre à ce que Kafka il arrive, le Kaiju 8 il arrive. Donc bon, je sais pas si c'est ce dont j'ai envie pour l'histoire. Je suis pas sûr. Maintenant, c'est sûr que voir un Kaiju 8 versus ce méga Kaiju là, ce grand Kaiju, ça te donne envie, tu as envie de voir le côté explosif du combat. Mais je suis pas sûr que pour le développement des personnages, ce soit bien. Je suis d'accord. Pour moi, il faut que ce soit Hoshina qui le tue, parce que Hoshina finalement n'a pas tué de Daikaiju devant nous. Ça permettrait de vraiment l'installer. Là, on a commencé à montrer ce qui va aller. Là, ça permettrait de l'installer. Parce que si c'est Kikoru qui le tue, ce qui est tout à fait possible aussi, vu qu'elle a un power-up, si on parle en termes de développement de caractérisation pour un manga, elle vient d'avoir sa nouvelle hache, elle est positionnée du coup numéro 3 parmi la brigade, avec Mina du coup en tête. Ensuite, on a Hoshina qui c'est la troisième plus forte, c'est Kikoru. Ce qui est logique, du coup elle a droit à une arme spéciale. On nous dit, Atsushi nous dit que c'est une arme fabriquée à base de kaiju, et ça avait été précisé avec l'animé qui avait fait un rajout il y a 2 épisodes, rappelez-vous, où elle attaquait avec un panneau de signalisation. C'était pour teaser le fait qu'elle allait se battre avec une grande arme comme ça et lancer une hache, justement en l'occurrence. Kikoru pourrait tuer le Daikaiju si on veut aussi faire de la caractérisation de personnage et nous montrer que oh là là, ça y est, elle a power-up de malade, elle a du talent, on le sait, mais en plus de ça, là, ça y est, elle est super forte. Mais je trouverais peut-être ça un peu précipité. Dans le sens où on n'a pas vu Hoshina battre un Daikaiju et là tu nous fais Kikoru le battre. Tu vois quoi ? Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Il faut aussi, parce que ça c'est mon avis, j'ai balancé cette piste il y a longtemps, mais je pressens qu'à un moment donné, là tu vois, on est en train de nous développer les grandes forces de cette base et chacun commence à prendre du power-up. Kikoru, Hoshina, Mina, on le sait déjà, mais on est même en train de nous faire monter Ichikawa, Haruichi, qui d'ailleurs dans le manga a un potentiel de 36%, on ne le sait pas dans l'animé. Donc tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de nous préparer une grosse armée, avec des gros maboules. Et pour ce faire, il y a en face forcément les kaiju qui, c'est lors de l'histoire de kaiju, viennent aussi faire office d'échelle, de mesure. Et donc, si demain Hoshina vient à bout d'un Daikaiju
qui est arrivé à 8-3, fait monter son potentiel à 9.0, et Hoshina le bute, tu sais dans ton inconscient, tu te dis, ah ouais, donc s'il y a un autre Daikaiju demain d'une fortitude inférieure à 9.0, c'est bon, Hoshina il est dessus, ne parlons pas de Minna. Et comme, pour revenir à ce que je disais, j'ai vraiment cette sensation qu'à un moment donné, soit il va falloir aller dans le QG des Kaiju, soit il va y avoir un truc de ouf J'ai eu peur. qui va déferler. Eh ben, je me dis que tu vas voir que les Kaiju qui vont arriver après, ils auront une fortitude de 10, 11, 12, peut-être 15, avec une force, mais qui est totalement... comment dire, ils vont être dépassés, tu vois. Lunette, elle va être dépassée. Mais notre maximum, c'était peut-être 10, tu vois. Comment on peut avoir une fortitude de 12, tu vois. Et justement, c'est là où peut-être il va devoir y avoir des binômes, des tag battles, des enjeux, plein de trucs. Si déjà là, tu me fais galérer Hoshina sur un Kaiju 9.0, moi, voilà, comme tu dis, Kikoru, laisse-lui le temps de se développer et peut-être nous surprendre quand demain il y a un Daikaiju, peut-être, je sais pas, d'une fortitude de 7,5 ou 8 qui débarque, elle s'en occupe, tu te dis, oh putain, ah ouais, elle commence à prendre du galon. Je suis d'accord, ce serait 1, trop précipité, 2, pas bien pour le développement de Hoshina, et puis parce que Kafka, on sait, il est déjà à 9,8. Donc tu sais, là, mathématiquement, il est à 9,8. L'autre, on te dit, il est à 9. Bah, tu sais très bien que là, mathématiquement, si tu appelles Kafka, il met plusieurs patates. Si la joue bien, il en vient à bout. C'est juste un repère mathématique. Et puis, c'est tout. outre ce fait-là, Kafka, faut vraiment qu'il reste en retrait, parce qu'on l'a vu beaucoup intervenir, même le dernier combat. Finalement, on s'attendait à ce qu'il intervienne. Il est intervenu contre Champy. Il a démonté Champy, ce qui a permis une retraite de celui-ci, et on le reverra à un moment donné. Et là, Kafka nous montre un autre truc qu'on attendait depuis longtemps. Rappelez-vous, je le dis à chaque fois. À chaque fois qu'il y a soit une simulation, soit qu'ils sont en combat véritable, pourquoi ils ne transforment pas une partie de son corps ? Peut-être parce qu'ils sont surveillés, blablabla. Là, cette fois, ça n'a pas l'air d'être le cas. Comme ils sont pris par surprise et que Lunette, comme tu dis, elle est là, eux ils étaient réveillés, hein. Parce que tous les autres ils dormaient, ça m'a surpris aussi. C'est que Kafka, à la limite, il était sur son balcon, là, il buvait, je sais pas quoi, une bière. Bon, ils se sont attaqués de nuit, tout le monde dormait. Mais par contre, Lunette et tous les autres à blouse blanche, là, ils étaient en train de pianoter, eux, ils sont réveillés, pas de soucis, hein. Tu vois ? C'était bizarre. Sur une partie en ligne, c'était bizarre. Bon, bref, peut-être qu'ils se relaient la nuit, je sais pas. Toujours est-il que elle ne détecte pas que Kafka a utilisé ses jambes de kaiju pour sauver à un moment donné une fille qui allait être victime de je sais plus quel kaiju d'ailleurs. Donc ça veut dire que Kafka peut le faire, mais avec sa combinaison ça veut dire qu'il peut le faire même en permanence en fait. Donc déjà ça c'est bien. S'il en fait davantage, en fait, il va être repéré. Et la phrase d'Ichikawa, je pense qu'elle est pas anodine. Quand je me sais même plus si c'est une phrase ou si c'est un regard à Kafka en mode non, déconne pas, mec, te transforme pas. Et Kafka qui en conclut lui-même qu'il doit laisser ses amis gérer le truc. Je pense que c'est pour aussi nous montrer que ses amis vont gérer le truc. Parce que si là il y a une perte et que ses amis gèrent pas le truc, Kafka a tout le temps en fait, il sera nécessairement obligé de ressortir sa forme de kaiju et il pourra même plus leur faire confiance. Donc pour moi, je pense que Hoshina doit terminer le truc, d'autant plus que Kikoru brille, mais c'est pas son moment. Je pense qu'elle a eu son moment de présentation, etc. Elle brille face aux différents Honju, etc. Les ptérodactyles là. Mais voilà, c'est bien. On la verra briller plus tard contre un Daikaiju, je pense. Là, en ce moment, c'est vraiment le moment Hoshina, je pense. On est tout à fait raccord. Et puis surtout, n'oubliez pas une chose, Hoshina est à 92%. Si là, il extermine un Daikaiju Fortitude 9 à 92%, tu te dis, putain, déjà, le gars, il a 9, Fortitude de 9, il l'a eu. Donc, c'est pas encore, mais presque l'équivalent d'un Kafka. Mais si demain, il y a, comme je dis, un kaiju de fortitude 10 ou 11, n'oubliez pas qu'il est que à 92%. C'est-à-dire qu'il a encore, si on veut, une marge de progression de 8%. Donc, à un moment donné, tu vois, dans un moment très shonenesque, tu vois, vraiment de dépassement où il y a Mina qui peut-être risque de se faire tuer ou son équipe ou je sais pas quoi. Imaginons un Hoshina face à un kaiju comme ça, 10 ou 11, se dépasse, tu vois, il se transcende pendant le temps d'un instant à 100%. Ça peut donner naissance à des moments, tu vois, de ouf, parce qu'on sait déjà de quelle base il part, ce qu'il est capable de faire avec
à 92%, il a buté du Daikaiju de Fortitude 9. On en a besoin. Moi je trouve que j'en ai besoin pour positionner aussi son level en mode putain, il l'a pété, mais est-ce qu'il n'était pas capable de le péter s'il était à 9-4 de Fortitude, le gars? Tu sais pas. Tu sais juste que Hoshina, il s'en occupe. Et on en a besoin. C'est le deuxième, quoi. Donc, non, il faut que ce soit lui. Autre chose super intéressante, on a un kaiju, le kaiju rouge, qui n'a pas peur. Vraiment, face à Hoshina, il arrive très sûr de lui, mais Hoshina n'a pas peur non plus. Même s'il est essoufflé rapidement face à lui. En revanche, ce kaiju rouge reconnaît que Hoshina est redoutable et qu'il a réussi à déceler non seulement ses points faibles, mais aussi comment le découper. Mais il s'étonne juste. Il est un peu comme Champi sur ça, il est en mode « Ah, il a réussi à faire ça, tiens. » Ah bah, il m'a découpé en tranches, tu vois. Il a pas peur, alors que normalement, un animal, n'importe lequel, acculé ou qui subit des dégâts, devrait se sentir en danger, tu vois. Devrait paniquer ou mettre en place des systèmes de défense. Lui, non, jusqu'à la fin, jusqu'à cette transformation, ça ne survient pas, tu vois. Donc c'était assez étonnant de voir ça. Ouais, ça peut être aussi une particularité qu'on ne connaît pas encore des kaiju, peut-être qu'ils ne connaissent pas la peur, hein, et du coup ça peut, ouais, ou alors ils sont peut-être récemment dotés de conscience, tu vois. Avant c'était peut-être juste des bêtes sanguinaires, et puis depuis peu ils ont réussi à acquérir une sorte de conscience ou de doter de la parole des humains à force de, je sais pas, tu l'as dit au début, ils parlent. Ils auraient pu juste faire que crier, les oiseaux ils crient. Donc, ouais, d'ailleurs, quand il crie, il peut contrôler tous les autres kaiju environnants, ce qui crée également une résonance chez Kafka, qui normalement peut la ressentir sous sa forme de kaiju, mais là il la ressent aussi sous sa forme humaine. Peut-être pour nous montrer le niveau et le contrôle qu'exerce ce kaiju rouge sur les autres. Et enfin, pour terminer sur les notes d'Atsushi, il y a aussi une musique qui survient lors de l'arrivée de Kikoru, musique marquante avec sa nouvelle arme, qui serait inspirée d'un thème de Godzilla de 1954. Donc on peut remercier le compositeur Bando Yuta, qui est en charge des musiques. Voilà, vous avez notre avis du coup sur cet épisode, on a surkiffé franchement, tu l'as dit au tout début, hein, mais l'animation, l'ambiance, c'était épique, vraiment j'y ai cru de fou, hein. J'étais vraiment dans un animé où on affrontait des kaiju, et alors pour ça, rien que pour ça, je kiffe, vraiment j'ai kiffé. Donc, d'autant plus que tout le monde brille, je trouve, hein. Hoshina brille évidemment, parce qu'il met en pièces un kaiju qu'on sent et qu'on voit comme redoutable. Kafka, il brille d'une manière détournée, ce qui nous plaît, puisque elle va pas tout le temps se transformer à un moment donné. Kiko le brille, nouvelle arme, tac, numéro 3, c'est bon, on a compris, elle gère. Les autres brillent aussi. On voit la combinaison Haruichi Aoi, là, c'est pas mal du tout. Et Ichikawa, on l'a pas signalé, mais lui qui prend le contrôle, le lead, et qui réussit à geler des Honju comme ça, style de rien, au point où Kikoru dit vas-y, tu m'accompagnes, et bon, c'était cool. C'était franchement cool. Ouais. C'est super, voilà, dites-nous vous ce que vous avez pensé de cet épisode, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on partage en masse, vous le savez, et puis on se dit à très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, à la prochaine.